Si je reviens à gradient U1 ou à gradient U1 moins un gradient U2, parce que c'est celui qui est forward, alors posons A de t égale gradient U1 moins U2, norme à l'infini, à l'instant t. Qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que A de t était inférieur à quoi? À L fois l'intégrale de 0 à t. D'accord? Le M1 moins M2 de S, je l'ai maintenant majoré avec un M, donc ça fait un LM, donc ça c'est un ds, et c'est un intégral de S à grand T de A de sigma des sigma. Bien. Et je sais que A est positif ou nul. Hein. Bon, ben ça a quelques erreurs de calcul près. Ça entraîne, c'est après tout ce que je veux démontrer, que A est identiquement nul, et là c'est un si et seulement si. Si et seulement si, racine de Lm fois la longueur de l'intervalle est plus petit que pi sur 2. Donc voilà un petit lemme qui n'est pas du Gromval, c'est beaucoup plus simple. Qui me dit effectivement que si le temps n'est pas trop long par rapport aux écarts provoqués par les non-linéarités, L et M mesurent les écarts provoqués par les non-linéarités. Là, vous voyez dans le L l'influence du F, et dans le M, vous voyez l'influence du H. M est égal à 0 si H... enfin, non, rien du tout. Si H n'est pas là. Si H égale à 0, M égale à 0. Si F égale à 0, L égale à 0. Donc ça, c'est les deux non-linéarités. Donc L et M mesurent la force des non-linéarités. Si le temps par rapport à la force des non-linéarités n'est pas trop grand, il y a unicité. Ça veut dire unicité. A égale à 0. Donc voilà le mécanisme d'unicité. Trivialité, ça, mais ce lemme est trivial. Mais c'est amusant de le voir comme ça. Donc vous voyez, on a mesuré la force des écarts, enfin la taille des écarts entre deux solutions par la force des non-linéarités, et on obtient une telle estimation qui effectivement va dans le sens croissant du temps et dans le sens décroissant du temps. Ça c'est bien l'aspect temps croissant, temps décroissant qu'on a dans le système, qu'on a dans les systèmes de type jeu à champ moyen. Bon, on va vérifier les constantes aussi. Hein, mais bon. Alors, je peux maintenant effacer tout ce que j'ai dit sur les écarts et vous expliquer pourquoi ce lemme est vrai. Donc, la forme usuelle du lemme de Gromval, c'est ceci, mais on a simplement ici A2S. Là, j'ai une deuxième intégrale qui va dans l'autre sens. Dans Gromval, je n'aurai pas de restriction sur la taille. Là, j'ai une restriction sur la taille. Ce n'est pas la même chose. Voilà, on peut faire des démonstrations très topinales, mais il y a quand même une démonstration qui est particulièrement simple. Donc, voilà lemme. Si on a une fonction positive ou nulle continue qui vérifie ces inégalités, positives, vérifiant cette inégalité, alors celle-ci entraîne que A est égal à 0. Si, le seulement si, vous le verrez dans la démonstration, c'est automatique. Alors, bien, je vais poser A de t égale la double intégrale, l'intégrale de 0 à t de l'intégrale de S à grand T de petit a, de sorte que A point, la dérivée temporelle, est donnée par l'intégrale de S à t de petit a.
Et que bien entendu, de petit t à grand t, à point de t, et que a point point est donné par moins a. Bon. Donc a, c'est moins a point point. Donc l'inégalité qui est ici consiste, l'inégalité qui est donnée dans l'M, à dire que moins a point point plus Lm au sens de moins LMA est positif ou nul d'accord, sur 0 grand T bien avec qu'est-ce que l'on a comme condition aux limites? A de 0 est égal à 0 et A point de grand T est égal à 0. C'est négatif, oui. Donc ce que vous avez, c'est un opérateur qui est moins D2 sur DT2 moins Lm, opérateur de multiplication, par une constante, avec ses conditions aux limites. Et j'ai une inégalité différentielle. Alors, de ceci, ça entraîne que c'est à nouveau des choses bien connues sur des opérateurs elliptiques, unidimensionnels, et en fait c'est vrai pour des opérateurs elliptiques absolument généraux. Ceci entraîne que A est négatif ou nul, c'est le principe du maximum. Si je chauffe, la température monte. Donc, principe du maximum, mais pour appliquer le principe du maximum, il faut que je sois en dessous de la première valeur propre. C'est si lambda m est plus petit que la première valeur propre de moins d2 sur dt2, de moins d2 sur dt2 avec les bonnes conditions limites. Avec les conditions limites qui sont là. Déjà, si je prends la première valeur propre de cet opérateur, on va la calculer, on va calculer la fonction propre. Vous verrez que la fonction propre est positive. Donc si je prends Lm qui est la première valeur propre, eh bien j'ai quelque chose qui vaut 0 et qui est positif ou nul. Donc la conclusion est fausse. De toute façon, dès que la fonction propre n'est pas triviale, comme c'est linéaire, elle ne pourra pas être négative ou nulle. Bon, il se trouve qu'elle est positive en plus, à un mois près. Donc dès qu'il y a une fonction propre non nulle, dès qu'il y a une fonction propre et elle est non nulle si c'est une fonction propre, eh bien ça ne marche pas, ça ne peut pas être vrai. Alors maintenant il ne nous reste plus qu'à calculer la fonction propre, et donc et c'est là où le fait que ce soit positif, c'est évidemment une analyse de série de Fourier. Hein. Vous regardez les sinus et les cosinus. Donc, vous cherchez sinus lambda t, qui est la fréquence, lambda petit t, pardon. Quelle est la fréquence? Il faut vérifier les conditions aux limites. En 0, il n'y a pas de problème. Et puis, en grand T, c'est la dérivée. Donc, c'est du cosinus lambda grand T qui doit être égal à 0. Donc, ça veut dire que lambda grand T doit être pi sur 2 plus 2 kpi. Hein. Lambda grand T. Bon, la première, c'est évidemment prendre la fréquence et la valeur propre associée, c'est lambda carré, parce que je dérive deux fois. Eh bien, donc il faut prendre le cas le plus petit possible, c'est-à-dire k égale à 0. Et donc, la première valeur propre, c'est lambda 1t égale pi sur 2.
En d'autres termes, la première fonction propre, c'est sinus pi sur 2 sinus pi sur 2 grand T fois T. Voilà la première fonction propre. Et vous voyez bien qu'elle est effectivement positive de 0 à grand T. Parce qu'on décrit les angles 0 pi sur 2. Bon. Et donc, la condition qui est là, c'est dire que lambda m est plus petit que la première valeur propre. Eh bien, c'est lambda m plus petit que la première valeur propre. Oui, d'ailleurs, vous voyez que je vais corriger ça. Il y a des carrés, il y a un racine carrée qui manque. Donc, lambda m plus petit que la condition qui assure l'unicité, c'est lambda m plus petit que la première valeur propre, dont on vient de voir qu'elle est pi sur 2t. Donc, c'était presque ça. Il n'y a simplement pas de racine carrée, quoi. Non, parce que la première valeur propre, lambda 1t, la première valeur propre, lambda... Alors, attendez. Oui, parce que là, ça, c'est la condition sur la fréquence, mais la valeur propre, c'est le carré de la fréquence. D'accord ? Lorsque je prends la première valeur propre, c'est pi... Il y a quand même une racine carrée qui est fausse. La première... non, c'était ça, en fait. Je rétablis ce que j'avais dit. La première valeur propre, je dérive deux fois, et je prends moins l'opérateur de dérivée seconde, donc ça fait pi sur 2t au carré. Moins, ça fait plus. La première valeur propre, c'est ça, et donc ma condition, c'est bien que lambda m soit strictement plus petit que pi sur 2 grand T au carré, ou que racine de lambda m fois T est inférieure à pi sur 2. Donc l'énoncé initial était correct. Bon, voilà, alors on voit bien de quoi il s'agit, et on voit bien que ces problèmes ne sont pas des problèmes d'évolution, parce que l'analogue du lemme de Gromval, c'est un problème stationnaire elliptique au debout. On a changé de nature. Ça va. Bien. Oui. Donc, ce n'est pas une analyse compliquée. Donc, je voulais montrer de quoi cela provenait, quelle était vraiment la bonne condition. Si vous voulez juste un résultat d'unicité, vous voyez bien que si Lm est plus petit que si LMT2 est strictement plus petit que 1, j'ai remplacé 1 par pi sur 2 au carré, donc j'ai gagné un chouïa. Bien, l'unicité est évidente, parce que vous voyez bien que vous remplacez ici A par son maximum, donc remarque. Bien entendu, le sup de A est majoré par Lm, j'intègre ceci, j'ai un T2 sur 2 d'ailleurs, j'imagine, parce que fois le sup de A, je majore A par son sup, l'intégrale de 0 à t ds de t moins s, donc ça fait l'intégrale de 0 à t de t moins s ds. Ce qui me fait quoi? Ce qui me fait... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, et t est quelconque, donc il faut que je mette l'intégrale de 0 à grand T. T moins S ds. Ouais, c'est correct ça, ouais. Donc ça fait T2 moins T2 sur 2, c'est ça? Oui, bien sûr, ça fait T2 sur 2. Donc inférieur à Lm T2 sur 2 sub de A. Et donc vous voyez que si Lm T2 est inférieur à 2, on a une démonstration en deux lignes de l'unicité. Bon, alors, mais c'est pas autant comprendre effectivement ce qui joue pour bien voir l'aspect stationnaire. Et donc, on a gagné royalement un facteur pi2 sur 2. Bon, s'en fout. Mais ce que j'aime pas là-dedans, c'est que ça cache un peu, du coup, on ne sait pas très bien d'où vient l'unicité. Quand on fait cet argument, on voit bien quels sont les mécanismes qui sont en jeu. L'aspect progressif en temps, l'aspect décroissant en temps, c'est caché derrière un vrai problème au debout stationnaire, même si c'est des variables temporelles.
Donc c'est simple, c'est un régime simple d'unicité. Effectivement, quand on veut prolonger ça, là j'ai pris des choses très régulières, j'ai mis des hypothèses massues sur les écarts, après il faut travailler sur les espaces, les forces de non-linéarité, mais voilà le mécanisme. Alors c'est un peu plus compliqué quand je prends t égale l'infini, mais que je mets uniquement un plus lambda u dans l'équation ici en u, avec un lambda très grand. Là, il faut faire beaucoup plus attention aux espaces, mais on a le même mécanisme d'unicité. On va gagner un 1 sur lambda dans les estimations d'erreur. Et donc ça correspond à des taux d'actualisation très grands qui, à nouveau, raccourcissent l'horizon. Hein, si c'est après moi le déluge, ou que la gouvernance d'entreprise a comme horizon le prochain versement de dividendes pour les actionnaires, donc un horizon court, et que ce que sera l'entreprise en 5 ans, on s'en moque, eh bien effectivement, ça c'est un taux d'actualisation très grand, ça revient à dire que c'est comme si on oubliait le futur et on travaille sur un temps court. Même si le temps n'est pas dans l'absolu court. Donc ça c'est une variante de mécanisme. Deuxième mécanisme, c'est le cadre monotone. Et donc c'est maintenant ce que je veux vous expliquer. Avec bon, alors derrière l'unicité, je vous ai fait l'unicité, mais on a aussi automatiquement, lorsqu'on a de l'existence et l'unicité comme ceci avec des bornes, c'est des régimes d'unicité et de stabilité. Parce que là, je suis parti. Lorsque j'ai abouti à un moins A point point moins LMA, négatif ou nul, pour les histoires de stabilité, j'ai conclu à l'unicité. Bon. Mais si j'avais maintenant des données différentes, on pourrait avoir des données différentes sur les non-linéarités, ça serait encore vrai ce que je suis en train de vous dire. Mais on aurait des seconds membres ici, je ne veux pas rentrer là-dedans. Si on a des données initiales et finales différentes, eh bien, souvenez-vous, le A, c'était une intégrale de 0 à t, donc ouais, d'ailleurs, c'est pas tout à fait comme ça que c'est vrai, mais c'est pas tout à fait exact, là, ce que je suis en train de dire. Donc il faut un peu reprendre, pardonnez-moi, remarque, il faut que je l'écrive, j'y avais pas pensé en réfléchissant au cours, donc remarque. Qu'est-ce qui se passe si on a maintenant des conditions initiales différentes? Donc on a un U01 et U02 et des conditions M1, Z1 et M12. Donc, sur les écarts dont je vous parlais, le petit a de t, eh bien, il va se majorer par un petit a de 0 qui n'est rien d'autre que le gradient de U01 moins U02, les écarts des conditions initiales, plus, et là on va avoir à nouveau l'intégrale de L fois l'intégrale de 0 à t de M1 1 moins M1 2 en norme L1, non c'est M1 moins M2 en norme L1 SDS. Et puis le M1 moins M2 en norme L1 à l'instant t se majeure par la condition finale, à savoir M1 1 moins M1 2 qui sont mes erreurs sur mes données, L1, oui, plus M fois l'intégrale de petit a grand t de A de SDS.
Et donc, vous voyez maintenant qu'on aboutit au fait à l'observation suivante, c'est que en baptisant grand A, qui est toujours l'intégrale double, je récupère que moins A point point, moins LMA, moins LM grand A. J'ai toujours des conditions limites que A de 0 est égal à 0 et que A point de grand T est égal à 0. En revanche, j'ai ces termes d'erreur qui sont là, qui apparaissent. Donc ça, c'est majoré par le A de 0. Plus, bien, lorsque j'injecte ici, je récupère L fois T, M1, 1, moins M1, 2, L1. Bon, alors on a une variante du lemme précédent où tant que Lm ne dépasse pas la première valeur propre, eh bien on peut obtenir une majoration de grand A par les seconds membres. Et donc vous obtenez une estimation d'erreur. Ça entraîne que grand A est majoré par C fois A de 0, par C fois A de 0, c'est-à-dire gradient U01 moins U02 en norme à l'infini, plus M1, 1 moins M1, 2 en norme L1. Voilà, et enfin petit a, et c'est même petit a. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben, rien de plus que ça. Ça, c'est si, en revanche, pardon, c'est si Lm racine de Lmt est plus petit que pi sur 2. Donc au lieu d'avoir 0 au second membre, j'ai une fonction affine. Bon, on se ramène au cas précédent d'ailleurs en soustrayant une fonction affine. Hein. Parce que résoudre, vous avez la solution, vous avez une solution explicite de la partie affine de l'équation, parce que, bon, enfin bref. Non, j'ai dit une bêtise, oubliez. Parce qu'à cause des conditions aux limites. Enfin bon, bref. Ceci, c'est des choses également standards. Donc, au lieu d'avoir l'unicité, plus généralement que l'unicité, vous avez une notion de stabilité, à savoir si je commets de petites erreurs sur mes conditions initiales, j'en déduis une taille d'erreur sur les solutions. Et je pourrais aussi faire varier le F, le H, mais peu importe. Bon. Donc ça, je gomme sur... j'oublie cette histoire d'unicité. Vous pouvez, et d'ailleurs, fondamentalement, vous avez une stratégie de point fixe qui est contractante dans ce cas-là. C'est-à-dire que derrière l'unicité et la stabilité, dans le cadre T petit, c'est aussi de l'existence constructive. Donc, c'est-à-dire, c'est pas simplement je sais qu'il existe une solution. Bon, ça sont en fait des phénomènes totalement généraux. Hein. Quand vous avez des EDP, des bonnes estimations a priori, que vous avez l'unicité, ça veut dire que vous avez des schémas d'existence constructifs et vous avez de la stabilité. C'est totalement standard. Bien. Alors, le cas de la monotonie est plus intéressant. Et le H convexe. Je ne vais pas l'effacer pour l'instant. Donc K2, F opérateur monotone, et H convexe. Alors on aura besoin d'un peu de strict quelque part. Entraîne, donc je mets, parce qu'il y aura juste besoin d'un petit peu de renforcer un tout petit peu plus ce caractère monotone, vous verrez, ça entraîne l'unicité. Alors, unicité des solutions régulières. C'est-à-dire, en termes de régularité, c'est des solutions pour lesquelles tous les calculs que je vais faire ont un sens. Un sens, ça sera fondamentalement des intégrations par partie, donc ce n'est pas énormément de régularité.
Donc régulière ici veut dire qui permet de justifier, justification des calculs que je vais faire, qui sont des calculs dans lesquels on multiplie des équations par des fonctions et on fait des intégrations par partie. Bon, ben ça c'est facile de savoir de quoi on a besoin dans un premier temps. Après, on peut essayer de faire des choses un peu plus fines, même si en apparence on manque de régularité. Mais là encore, ne compliquons pas. Alors, je vais démontrer l'unicité, et puis ensuite on va essayer d'un peu comprendre ce qui se passe. Alors, d'abord, démonstration, on fait le calcul. Alors, le calcul va consister à faire quoi? Il va faire, je vais effectivement écrire la différence des équations pour U1 et U2, plus H. Là, je ne peux pas vraiment écrire une équation pour un opérateur pour U1 moins U2. Donc là, j'écris H de gradient U1 moins H de gradient U2. Les f de x, ils ont disparu, et il me reste un f de M1 moins f de M2. Bon, je me rends compte que je n'ai pas défini opérateur monotone, mais pensez déjà à une fonction croissante de M. Puis après, on verra exactement ce dont on a besoin au fur et à mesure. Alors, normalement, quand on a des équations de la chaleur comme ceci, on a été entraîné, lorsqu'on a appris des EDP, à multiplier par la solution. OK? Alors ça, il ne faut pas le faire. Ici, on va multiplier par M1 moins M2. Alors donc, il faut aussi écrire l'équation en d sur dt de M1 moins M2. De toute façon, on se doute bien qu'il faut l'écrire. Hein? Plus 1/2 de Laplacien de M1 moins M2. U1, bien. Ensuite, plus divergence. Là, c'est un peu pénible. C'est H' gradient U1 M1 moins H' de gradient U2 M2. Hein, bon, il n'y a rien à faire, égal à 0. Et cette équation-là, je la multiplie, non pas par M1 moins M2, ce qui serait le réflexe naturel, mais par U1 moins U2. Ce faisant, et je somme. Ce faisant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens d sur dt, bien du produit. Alors, je somme et j'intègre, et intégrer en x, et puis sommer. Somme des des équations. Je prends la première équation, je la multiplie par M1 moins M2, je prends la deuxième équation, je la multiplie par U1 moins U2. Chacune des équations ainsi obtenues après multiplication, je l'intègre en x et je somme les deux. Si je fais ça, alors d sur dt d'une fonction par une autre fonction plus d sur dt de l'autre fonction par la première fonction, c'est la dérivée du produit. Et donc, je récupère d sur dt, puis intégration et dérivation, ça commute. De U1 moins U2, M1 moins M2. Bon, ça, c'est le premier terme. Le deuxième terme, les Laplaciens, ils disparaissent. Parce que Laplacien U1 moins U2 fois M1 moins M2, c'est la même chose une fois qu'on a intégré en x, c'est la même chose que U1 moins U2 fois Laplacien de M1 moins M2. Donc le deuxième terme, il disparaît. Ça plus ça, une fois que j'ai multiplié par M1 moins M2, U1 moins U2, ça vaut 0. Et après, on garde tout le reste. Bon, alors on va garder tout le reste. Alors, plus l'intégrale de, donc ce sont des intégrales,
h de gradient U1 moins h de gradient U2 fois M1 moins M2 plus, d'ailleurs, plus, je vais mettre égal, intégrale de f de M1 moins f de M2 fois M1 moins M2. Bon. Et puis, il y a ce terme-là qui normalement aurait été de ce côté, mais qui a plus divergence. Je multiplie par U1 moins U2 et j'intègre par partie. En intégrant par partie, ça me fait un moins. C'est pour ça que je le reporte de l'autre côté. Et cela me fait un H' de gradient U1 M1 moins H' de gradient U2 M2 qui est multiplié par gradient U1 moins gradient U2. Je vais réécrire ça tranquillement. La seule chose que j'ai gagnée en faisant cela, c'est quoi? J'ai une expression épouvantable, mais j'ai là-dedans, d'une part, une dérivée exacte temporelle, et j'ai éliminé les Laplaciens. Ce qui ne paraît pas forcément une bonne idée pour un expert des EDP, parce qu'en général, les Laplaciens, ça aide. Et là, on ne veut surtout pas le voir. Bon, alors là, donc je récupère quoi? Je récupère d sur dt de l'intégrale de U1 moins U2 fois M1 moins M2, puis je vais intégrer ça en temps ensuite dans un instant, est égal à quoi? Est égal à deux termes. Alors le premier terme, c'est l'intégrale, lui il va être très bon si j'ai de la monotonie, f de M1 moins f de M2 fois M1 moins M2. Celui-là, je ne touche pas. Alors maintenant, il faut travailler sur l'autre bazar. Bien. Comment ça marche, cette saloperie? H' de gradient U1. Alors, donc là, il va falloir se servir de la convexité ici. Bon, il y a toujours une astuce qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet de s'en tirer. Alors, on va regarder les termes en M1. Oui, terme en M1. Plus l'intégrale en M1. Qu'est-ce que j'ai comme terme? Puis l'intégrale en M2. Alors, en M1, j'ai H' de gradient U1 fois gradient U1 moins gradient U2. OK. M1, ça c'est celui qui est de côté. Puis j'en ai un qui vient d'ici, qui est un moins h de gradient U1 plus h de gradient U2. J'aurais dû commencer par celui-là, ça aurait été... Bon, allez. C'est pas grave, il va falloir que je le réécrive, ce terme-là. Ça, c'est l'intégrale en M1. Je vais ensuite regarder l'intégrale, les M2. Alors, M2, évidemment, c'est symétrique. Celui-là, je vais réécrire, je vais le réécrire directement, je vais essayer d'écrire un peu plus proprement. Je vais commencer par ce terme-là. Donc, ça fait H de gradient U1 moins H de gradient U2 moins H' de gradient U2, puisque c'est bien ce terme-là dont il s'agit, moins H' de gradient U2 fois gradient U1 moins gradient U2.
Bon, donc le crochet par symétrie, de toute façon, l'accolade qui est ici, permettez-moi de la réécrire. Je fais glisser le h de gradient U2 devant, le moins h de gradient U1 devant, et puis là, je change de signe. Pardonnez-moi, donc h de gradient U2 moins h de... Il suffit d'inverser 1 et 2, par rapport à la ligne d'après. Moins h de gradient U1 moins h' de gradient U1, gradient U2 moins gradient U1. Bon. Ben ça, c'est très agréable. C'est très agréable parce que si l'opérateur est monotone, ceci est positif. M1 et M2 sont des mesures de proba, elles sont positives ou nulles. H est convexe, et ça, c'est la définition. Dire que H est convexe, c'est précisément dire que H de Q est supérieur à moins H de P moins H' de P fois Q moins P est positif ou nul, quel que soit Q et P. Une fonction convexe est plus grande que sa tangente, elle est au-dessus de sa tangente. Donc vous voyez que si f est monotone et si h est convexe, j'ai la somme de trois termes qui sont tous positifs ou nuls. Et donc, c'est une sorte d'énergie du problème, ce truc-là, mais associé à ce bazar-là. Bon, alors là maintenant, effectivement, cette identité fondamentale, et on en aura une deuxième avec des dérivés, cette identité fondamentale est l'identité qui gouverne les questions de... Enfin, qui permet de démontrer le deuxième régime d'unicité. Après, il restera à se convaincre que ce régime est effectivement, en général, nécessaire. C'est-à-dire en prenant des choses non monotones, mais des intervalles de temps qui ne sont pas trop courts non plus. Donc il faut faire un peu attention quand même. Bon. Alors où en est-on? On en est là, et donc maintenant on va mettre les hypothèses. Si j'intègre en temps, intégré en t sur 0 grand t, du fait qu'on a deux solutions qui partagent les mêmes conditions aux limites. Lorsque j'intègre sur 0 grand t, je récupère ceci en grand t, cette intégrale en grand t, moins cette intégrale en 0. Mais en 0, c'est U1 qui vaut U2, et en grand t, c'est M1 qui vaut M2. Donc ça fait 0. En intégrant sur 0 grand t, j'obtiens 0 égale, eh bien, l'intégrale double de tout le bazar que vous me permettrez de ne pas réécrire. Bien, alors maintenant, les hypothèses qui assurent l'unicité. J'ai parlé de monotonie. Alors, de quelle monotonie s'agit-il? C'est la monotonie au sens L2, c'est-à-dire dire que l'intégrale double, d'ailleurs, ça peut être un opérateur spatio-temporel, mais je préfère vraiment que ce soit un opérateur spatial. F1 de M1 moins F1 de M2 fois M1 moins M2, positif ou nul, quel que soit M1 et M2. Et H convexe. Bien. Donc si je mets ces deux hypothèses, j'obtiens que 0 est égal à la somme de trois termes qui sont tous les trois positifs ou nuls. Donc si je mets ces deux hypothèses, ceci entraîne que les trois termes sont nuls, c'est-à-dire que l'intégrale de f de M1 moins f de M2 fois M1 moins M2 est égale à 0, et que l'intégrale de M1, alors le h de gradient U2, je vais l'appeler H2 avec des notations évidentes, hein, H2 moins H1 moins H'1 gradient U2 moins gradient U1 est égal à 0, ce qui veut bien dire que comme c'est le produit de deux fonctions positives ou nulles, que ceci est nul, l'intégrand est nul, et que M2,
Donc, si je suis dans des régimes réguliers avec des M1 et des M2 qui sont strictement positifs, ça fait M1. Ouais. Enfin bref, je mets ça. M2, H1 moins H2, moins H'2, gradient 1, gradient U1 moins U2, est égal à 0. Bon, et donc si je dis que F est strictement monotone, pour conclure sur l'unicité, donc ou bien je suppose que F est strictement monotone, c'est-à-dire que chaque fois c'est positif ou nul, mais ce n'est nul que si M1 est égal à M2. Or, j'ai bien là obtenu une égalité nulle. Donc si c'est F strictement monotone, la définition de strictement monotone, c'est dire que ça entraîne que M1 égale M2. Bon, et si j'ai M1 égale M2, après j'ai une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman pour laquelle j'ai unicité. Ça entraîne unicité. Ou bien, je suppose que H est strictement convexe. Et là, j'en déduis que U1 est égal à U2. Et ça entraîne l'unicité. Strictement convexe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction est strictement au-dessus de la tangente, sauf au point. Bon, donc ça, il faut bien mettre un strict pour pouvoir conclure que le 0 entraîne bien que les arguments sont les mêmes. Parce qu'évidemment, si vous prenez f égale à 0 et h égale à 0, c'est bien monotone et convexe, mais ça on n'a rien appris. Hein. Bon, on voit bien qu'il y a quand même une unicité dans ce cas-là. Donc bon, il y a des petites extensions, je ne veux pas rentrer là-dedans. OK? Donc voilà le principe général, il me reste 10 minutes, c'est très bien. Voilà le principe général qui donne l'unicité. Alors plutôt que de commencer à discuter qu'est-ce qui se passe lorsque je prends des choses qui ne sont pas monotones, et que je n'ai pas un horizon de temps qui est court, je voudrais regarder les choses liées à l'unicité encore d'une autre manière. Donc vous voyez le mécanisme, on a fait quelque chose qui est un peu bizarre, puisqu'on a pris la première équation, on a multiplié par la solution de la deuxième équation. Oui, bon, d'accord, donc U1 et U2 diffèrent d'une constante. Et alors, et comment on ajuste la constante? Non, tu regardes la deuxième équation. Si gradient U1 est égal à gradient U2, M1 est égal à M2. D'accord? OK. Tu vois, si tu avais réfléchi, tu n'aurais pas posé la question. Non, mais tu as raison. Je t'avouerai qu'au moment où je disais ça, je me disais, mais pourquoi les constants? Ah, mais non, je suis idiot. Pardon. Oui, bon, enfin, il y a des petits trucs à gratter, là, mais c'est vraiment entraîner l'unicité. Bon. Ça marche bien. Alors, est-ce qu'il y a des choses à comprendre? Alors, première chose à comprendre, c'est que ça, ce jeu-là, qui consiste à prendre, on a U point égale quelque chose, M point égale quelque chose, et on n'essaie pas de créer la D sur dt de U carré en multipliant l'équation de U par U, comme on le fait assez naturellement pour beaucoup de systèmes mécaniques, de façon à faire apparaître le U carré qui est l'énergie. Là, on fait autre chose. Alors, pourquoi? Alors, deux observations là-dessus. La première observation, qui est une observation générale sur ces équations de Milfield-Games, au moins dans un cas particulier, c'est que la nature de ce système d'équations est une nature hamiltonienne. Au sens de la mécanique classique, mais à part qu'on est en dimension infinie. Alors effectivement, je vais rentrer, et puis c'est lié à beaucoup d'autres choses, contrôle optimal, de l'optimisation. Bon. Je vais introduire un certain hamiltonien H de U et de M. Et ça c'est vrai, en tout cas, lorsque F
est un opérateur dérivé. Donc ça, il y a une hypothèse pour faire ça, remarque. Les vacances ont été bonnes, j'ai trop d'énergie. Alors donc H, non, H c'est petit f, c'est que f de m correspond à la dérivée d'une certaine fonctionnelle, phi' de m. Donc, dans le cas d'un opérateur local, l'exemple c'est f de m de x. Eh bien, si je prends f de m de x, phi de m, c'est l'intégrale de la primitive, donc avec f' égale petit f. Bon, effectivement, si je prends cette fonctionnelle, sa dérivée, c'est exactement l'opérateur grand f', c'est-à-dire petit f, de m de x. Donc voilà un exemple. Eh bien, si je prends cet exemple, eh bien, l'hamiltonien en question est un hamiltonien très étrange, 1/2 de Laplacien U. Donc je prends m et j'injecte toute l'équation que je fais passer au second membre. C'est-à-dire 1/2 de Laplacien U moins h de gradient U. Donc je le mets comme ça. Et la seule chose que je rajoute, c'est le f de m, il y a un v de x, pardon, il faut que je le laisse, plus v de x. Et je rajoute, donc ça c'est une intégrale dx, pour bien montrer que l'intégrale s'arrête, et je rajoute la fonctionnelle en m, pour le dernier terme. Pourquoi pas? Étrange, mais pourquoi pas? Alors, pourquoi je fais ça? C'est que vous pouvez maintenant observer que l'équation de Minfield-Games, le jeu à champ moyen, c'est U point égale dH sur dm en U et m. Ben, si je dérive par rapport à m, je récupère cette équation-là, plus f de m, c'est-à-dire bien l'équation en U. Et que l'équation en m, c'est m point, bien ce que je prétends, c'est que c'est moins dh sur du au point um. Pourquoi? Bien parce que le dh sur du, ça va vous créer l'opérateur linéarisé adjoint. C'est du calcul différentiel en dimension infinie, mais c'est exactement fait pour. Donc là, vous avez un système hamiltonien, et lorsque vous avez un système hamiltonien, de multiplier les positions par les impulsions est quelque chose de naturel. D'accord. Donc ça éclaire sur ce calcul, il n'est pas magique. C'est parce qu'il y a une structure hamiltonienne qu'il est naturel. Au passage, ça nous dit qu'il y a une quantité conservée. Hein. Si vous avez un système hamiltonien, ça veut donc bien dire que le H est conservé. Oui, mais attention, c'est un système hamiltonien, mais j'ai des conditions initiales sur U et des conditions finales sur M. Donc j'ai effectivement une quantité conservée, mais ce qu'on en déduit, c'est autre chose. Mais enfin, c'est quand même bon à savoir. Bon. Et enfin, la dernière remarque que je peux faire, qui éclaire un peu le système d'unicité, c'est de dire, bon, derrière l'unicité, il y a de la stabilité, il y a des notions de stabilité. Et une autre manière de dire les choses, c'est que si j'ai des notions, si j'ai de la stabilité, non, parce que c'est... Non, c'était la même chose. C'était la même différence dans les deux cas. C'est la symétrie. Hein. C'était à chaque fois... Hein? Non, c'est... heureusement, parce que sinon, il y aurait pas l'hypothèse serait un peu faible. Hein. Ah, tu veux dire pour l'hamiltonien? Oui, pour le grand H, là,
Pourquoi faire? Ben, oui. Tu vois que tu as un phi de m et un moins h de... Tu as raison, mais tu as un phi de m et un moins h de gradient U. Hein. Donc c'est bien convexe en m et concave en U. Hein? C'est bon, donc tu es rassuré là. Hein? Donc on est bien dans un bon cas. Tu as raison. Non, je croyais que tu faisais référence au calcul précédent. Non, le calcul précédent avec les gradients U1 et gradients U2. Donc non, tu as entièrement raison. Ça c'est très important, c'est ce qu'il y a derrière. Il y a du contrôle optimal derrière. Hein, c'est un contrôle optimal sous contrainte, donc tu as du min-max. En tout cas, lorsque ça dépend d'un potentiel. Et ça marche bien lorsqu'on a une seule population. Lorsqu'on a beaucoup de M, c'est quand même très rare qu'on puisse faire ce genre de raisonnement. Bon, il y a beaucoup plus de phénomènes cycliques, d'instabilité, lorsqu'il y a plusieurs populations. Bon, alors donc ça, c'est ce système hamiltonien. La dernière remarque que je voulais faire, c'est de dire, oui, j'étais en train de dire que la stabilité, normalement, on doit l'avoir sur le problème linéarisé. Alors, donc, de ce point de vue-là, linéarisons à vue, autour d'une solution du problème, ces équations. Alors, qu'est-ce que je récupère? Je récupère un D et j'appelle V les solutions de problèmes linéarisés. Je vais faire les choses formelles, hein, le problème linéarisé. Bien, donc j'ai un dV sur dt qui est moins 1,5 de Laplacien V. La linéarisation, c'est un H' de gradient U. Donc ça, je vais appeler ça un B gradient V égale. Eh bien, j'ai un F' de M que je vais appliquer à un certain F. Et donc je vais l'appeler petit b, ça. Et ça va être un opérateur qui agit sur F. Ensuite, j'ai une équation qui est df sur dt. Donc, si je ne touche pas à ça, qu'est-ce que je récupère? Bien, ce que je récupère, c'est, et je vais appeler A, qui est un opérateur essentiellement positif, moins 1,5 Laplacien plus B gradient, de sorte que la première équation, je peux toute la remplacer par dv sur dt plus cet opérateur abstrait AV égale BF. La deuxième équation, quelle est-elle? Bien, c'est bien entendu moins A étoile F pour la linéarisation, mais j'ai un terme supplémentaire qui consiste à linéariser ceci, qui est donc un plus divergence de h seconde de gradient U fois M fois gradient V. Et ça, je vais l'appeler, cet opérateur, en V, je l'appelle le moins CV. C'est bon, oui. Pourquoi? Parce que H convexe, c'est dire quoi? C'est dire que H seconde est positif ou nul, comme matrice. M est positif ou nul, donc ça c'est un opérateur elliptique. D'accord? Donc un opérateur elliptique qui est fondamentalement négatif ou nul. Donc je préfère avoir des opérateurs positifs ou nuls. H convexe, c'est un opérateur positif ou nul. F monotone, c'est un opérateur positif ou nul. Et puis A, c'est A. On n'a pas besoin de savoir qu'il a un signe. Oui? Le BF, c'est la linéarisation. Donc je fais U plus epsilon V, et je fais epsilon petit, et je fais M plus epsilon F. D'accord? Ah, le F, c'est pas terrible. Ah oui. Pardonnez-moi, je suis désolé. Donc le F, il faut vraiment que j'appelle autre chose. Je sais pas, N, hein, on avait déjà... Merci. Donc B, c'est fondamentalement l'opérateur F' en M. C'est B. D'accord? Bn, donc là j'ai un N, et là j'ai un M, c'est bon. Et donc j'ai, du point de vue abstrait, dv sur dt
plus AV égale BN, et dN sur dt moins A étoile N, qui est égal à CV. Bon, si imaginez que vous puissiez en inverser un, par exemple l'équation en n, le B. Formellement, je peux réécrire ça comme étant d sur dt moins A étoile de n, mais n c'est B moins 1 de d sur dt plus A. V égale CV. Non, je n'ai pas fait de... Ah oui, bien sûr. OK. Bon, alors ça, c'est une structure un peu particulière, mais je vais changer les signes ici. Je vais mettre un moins, un plus, et mettre un moins là. J'ai rien changé. Et donc, in fine, qu'est-ce que je récupère? Je récupère moins d sur dt plus A étoile de B moins 1 d sur dt plus A V plus C V égale à 0. Voilà une manière abstraite d'écrire le système linéarisé, sous réserve que je puisse inverser B. Alors, les hypothèses, alors ça, c'est pas inintéressant, parce que vous voyez que si vous regardez cet opérateur maintenant comme un opérateur, là, tous les opérateurs, je les ai regardés comme des opérateurs en X. Maintenant, si vous réfléchissez à ces opérateurs comme étant des opérateurs en X et T, vous voyez que ceci est en X et T, c'est l'adjoint de celui-là. Parce que l'opérateur adjoint de d sur dt, c'est moins d sur dt. Donc la structure que j'ai, si je regarde maintenant, non pas comme un problème d'évolution, mais comme un problème stationnaire, la structure que j'ai, c'est un A étoile B-1 A plus C, V égale à 0. Bon, et l'unicité, c'est dire que j'ai des opérateurs. L'unicité, c'est dire que B est positif et que C est positif. Et ça entraîne automatiquement que tout ça, c'est un opérateur positif. Parce que là, j'ai A et A étoile, et C est positif, et B entre les deux est positif. Donc l'opérateur global devient positif ou nul, et sur la linéarisation, voici pourquoi je comprends. L'unicité. On a fondamentalement un problème qui, du point de vue linéarisé, est un problème bien positif. C'est aussi la stabilité, des choses comme ceci. Alors, B positif, c'est quoi? C'est effectivement dire que F est monotone. Ça, c'est précisément dire que B est positif. Il n'est pas nécessairement auto-adjoint, hein, mais il est positif. Et C positif ou nul, strictement positif, c'est H convexe. Parce que c'est le signe de H seconde. C'est un opérateur elliptique. Bon, alors ça peut être utile pour des théorèmes de stabilité quand l'horizon tend vers l'infini. Ce n'est pas uniquement une remarque abstraite. Ça sert pour démontrer des convergences exponentielles vers l'équilibre stationnaire quand grand T tend vers l'infini. Bon, alors, point trop d'infos pour aujourd'hui. Ça suffit. Mais je voulais vous faire ces deux remarques avant de m'arrêter. Parce qu'elles éclairent, il me semble qu'elles éclairent d'une part pourquoi on mène les calculs comme ceci dans le premier cas de figure, la structure hamiltonienne. En tout cas, lorsque le potentiel est la dérivée d'une fonctionnelle, et l'unicité marche encore, même si je n'ai pas l'interprétation hamiltonienne, et la structure du système hamiltonien dans les bons cas de figure. Alors déjà, on voit tout de suite que le système linéarisé
si justement f n'est pas monotone. Supposons que f soit décroissant au lieu d'être croissant. Si f est décroissant, qu'est-ce que ça va entraîner? F décroissant, ça va dire que B, au lieu d'être positif, il va être négatif. Si B est négatif, B-1 est négatif. Et donc, vous allez avoir moins un opérateur positif plus un opérateur positif égal à 0, et vous pouvez avoir des résonances. Vous pouvez avoir des phénomènes de non-unicité. Donc, voilà pourquoi, de manière très brutale, on voit effectivement que dans le cadre monotone plus convexe, bon, la convexité c'est naturel, donc ça c'est convexité, comme il y a du contrôle, c'est naturel, on a toujours le C, mais le F, la structure du F, elle joue là. Alors, on peut aussi comprendre pourquoi l'horizon petit joue, mais parce que l'horizon petit, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, c'était le moins D2 sur DT2, on était allé jusqu'au bout, on était allé, en fait c'était un plus D2 sur DT2, on avait regardé quel était le pire opérateur que je puisse obtenir dans ce cas-là. Et on avait dit, si la constante n'est pas trop grande, ça marche. Donc voilà la structure de ces problèmes, me semble-t-il, un peu élucidée. Je reviendrai sur ces questions d'unicité et d'instabilité, et je vous parlerai un peu d'existence, et je vous parlerai de tout ce que j'aurais aimé faire si j'avais un temps infini, et que je ferai donc l'an prochain avec toutes les nouveautés, puisque c'est clair qu'il va falloir que je continue là-dessus. Je suis loin d'avoir épuisé le sujet. Sur ce, désolé Benoît, on fait 5 minutes de pause. Et premier exposé de l'année 2009 avec Benoît Portam qui va nous parler de modélisation mathématique en biologie. Correct? Enfin, en dynamique des populations pour être plus spécifique. Alors, à tout de suite, 5 minutes de pause.